La sérendipité est un concept très à la mode dans les écoles de commerce. Un concept que l'air du temps définit trop rapidement comme une innovation issue d'un hasard heureux. Le hasard ne favorise que les esprits préparés, disait Louis Pasteur, dont certaines des découvertes ont été faites par sérendipité. Réduire la sérendipité à un seul hasard heureux est la meilleure des façons de ne jamais soi-même y être confronté. Bien comprendre la sérendipité, c'est pourtant bien comprendre les mécanismes ayant conduit à des découvertes ou des inventions majeures. Dans son ouvrage Sérendipité, du conte au concept, Sylvie Catelin retrace l'historique du terme de sérendipité depuis son premier emploi par l'écrivain britannique Horace Walpole au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Elle retrace également ses nombreux usages et occurrences dans des domaines aussi variés que la littérature, la physique, la psychanalyse ou encore l'épistémologie. Le terme a fait récemment une entrée en force dans les sciences de gestion. Son étymologie nous amène à un conte persan racontant les aventures des 3 princes de Sérendipe, amenés à parcourir des terres inconnues et faisant preuve d'une incroyable capacité à se représenter des réalités complexes à partir de faisceaux d'indices si faibles que personne d'autre qu'eux-mêmes ne les voit. Ce motif d'un groupe de voyageurs à l'extrême sagacité semble toutefois dépasser largement les frontières du conte et apparaît dans de nombreuses autres cultures d'Orient et d'Asie. 2 conditions sont fondamentales à la sérendipité, à la lecture du conte des 3 princes de Sérendipe: la liberté et le savoir. Illustrons-en les modalités en prenant l'exemple de l'invention de l'aspirateur cyclonique par James Dyson. Liberté tout d'abord, car la découverte par sérendipité exige de laisser la place à l'aléatoire, à l'échange, à la diversité et à la prise de risque. L'inventeur James Dyson aura eu l'idée de son aspirateur sans sac en regardant par hasard un système d'épuration de l'air dans une scierie. C'est notamment en travaillant avec des ingénieurs japonais pour leur vendre sa technologie que ce dernier a pu affiner sa technologie cyclonique et qu'il a pris le risque de la développer pendant près de 15 ans avant de produire son propre modèle et en transgressant le modèle de l'époque par lequel des sociétés comme Hoover généraient l'essentiel de leurs bénéfices avec la vente de filtres et de sacs. Savoir ensuite, car l'instruction comme l'expérience sont indispensables aux découvertes et aux inventions par sérendipité. Ce n'est pas le fruit du hasard si James Dyson a arrêté son attention sur le système d'épuration de l'air d'une scierie. Il disposait d'une formation en dessin industriel, était spécialiste du travail du bois et avait déjà passé une bonne dizaine d'années à concevoir des produits avant d'avoir l'idée de son aspirateur cyclonique. Son esprit était donc bien préparé pour reprendre l'expression de Pasteur. L'exercice de la liberté et le savoir accumulés ensemble permettent l'étonnement et la créativité. Pour s'étonner, il faut déjà savoir identifier ce qu'est la règle et ce qu'est une situation aberrante. Il faut ensuite disposer de la latitude nécessaire pour enquêter sur cette situation aberrante. Être créatif, c'est détecter et générer une configuration originale à partir de la connaissance d'éléments déjà connus. Là encore, il faut avoir la latitude nécessaire pour laisser cette créativité s'exprimer. L'étonnement de Dyson devant des aspirateurs peu performants était relativement commun, mais sa créativité pour résoudre le problème nettement moins. Une innovation par sérendipité exige une capacité à s'étonner, l'attention, mais aussi les compétences indispensables pour faire preuve de sagacité, une appétence pour la transgression des connaissances établies, la ténacité pour développer son innovation, sans oublier la résistance pour surmonter l'incrédulité. Difficile donc de réduire la sérendipité à un seul hasard heureux, comme on le fait trop souvent dans la littérature managériale.